Voilà, bonjour à toutes et toutes. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour une séquence qui portera sur le bilan et les perspectives suite à la COP28 et puis sur les enjeux liés au Brésil qui va prendre une position essentielle dans la gouvernance globale cette année et l'année prochaine puisqu'il y a le G20 et également la COP 30 qui sera donc présidée par le Brésil. Il y a évidemment cette année d'immenses incertitudes devant nous, d'immenses potentiels de déstabilisation. C'est une année qui va être évidemment, qui va se jouer sur le fil et on peut craindre malheureusement le pire. Cela dit, dans le contexte de cette fragmentation mondiale, il faut quand même saluer le fait qu'il y ait eu de véritables résultats lors de la COP28, et nous allons en parler dans un instant, mais évidemment, sans aucune illusion, 1,5 degré est hors d'atteinte et l'atterrissage sera sans doute quelque part au-dessus de 2 degrés, et il faut souhaiter que ce soit évidemment le plus proche possible de 2 degrés. Donc nous allons évoquer tout cela avec l'ambassadeur Prouza dans un instant et Thibaut Vojta modérera cette séquence, qui est notre chercheur associé. Et puis, évidemment aussi, dans une deuxième séquence, parler du Brésil, qui est un des piliers des BRICS. Vous vous souvenez tous du soulagement avec lequel nous avions tous accueilli l'élection du président Lula. Le Brésil est un pays qui, comme les Émirats, a encore un très important potentiel d'accroissement de la production pétrolière de l'ordre de probablement 2 millions de barils jour, et c'est à peu près les mêmes chiffres que pour les Émirats. Mais il y a évidemment une différence majeure entre les deux pays, qui ne sont pas comparables en tant que tels, mais clairement, au-delà du fait qu'ils soient tous les deux désormais dans l'OPEP et OPEP élargi, qu'ils soient dans les BRICS, ils ont donc une position essentielle dans la gouvernance globale. Mais le Brésil a évidemment ce mix électrique extraordinairement bas carbone, des atouts immenses, et puis détient ce bien commun de l'humanité, une grande partie de l'Amazonie. Alors, euh, évidemment, si l'on y ajoute les enjeux miniers, je crois qu'avec la perspective aussi de cet accord UE-Mercosur de libre-échange, je crois qu'il n'est pas, il est possible d'affirmer que finalement, dans ce monde très détérioré, les relations entre l'Europe et l'Amérique latine comportent un très important potentiel d'approfondissement et c'est sans doute l'une des grandes opportunités de l'année 2024 et des prochaines années à venir. Alors, pour encadrer ces échanges, nous avons publié deux papiers. Vous allez trouver dans le chat le premier qui vient de sortir, qui dresse un bilan de la situation politique et économique du Brésil un an après l'élection du président Lula, et également un autre briefing qui dresse un peu les enjeux et les perspectives de cet accord UE-Mercosur. Donc, deux temps pour nos échanges ce matin. Le premier sur la COP28 avec l'ambassadeur Prouza et Thibaut Vojta va modérer cela jusqu'à 10h45. Et puis ensuite, une seconde séquence à proprement parler sur les enjeux ou un certain nombre d'enjeux liés au Brésil. Nous sommes sous les règles de Chatham House, donc on ne cite pas nommément et on n'attribue pas les propos. Posez vos questions dans le chat et elles seront ensuite adressées par les modérateurs à nos intervenants. Donc c'est parti. Un grand merci à toutes et tous d'être là ce matin. Et Thibaut, je te passe la parole pour cette première séquence. Merci Marc-Antoine, c'est un vrai plaisir d'être ici. Merci à monsieur l'ambassadeur Prouza, donc ambassadeur pour le climat pour la France, d'être ici. Je vais pas m'attarder énormément puisque c'est vous, monsieur l'ambassadeur, que nous souhaitons entendre. Juste pour en guise de très courte introduction, cette COP28 de mémoire de COP a été particulièrement polémique. Il y a eu énormément de scandales qui ont émaillé sa préparation. Beaucoup de critiques à l'égard du sultan Al-Jaber du fait de certaines de ses prises de position et de sa position ambiguë en tant que président de la COP et président de l'ADNOC, la compagnie nationale pétrolière émirati. Et sans surprise, j'ai envie de dire, le texte final, ce Global Stock Take qui en résulte,
a aussi généré de nombreux débats. On a pu dire qu'il était historique d'un côté et d'un autre côté qu'il représentait une victoire des intérêts des énergies fossiles. Donc beaucoup de passion autour de cette COP, beaucoup de passion en général autour du changement climatique. Il nous semble très pertinent d'avoir votre retour sur la manière dont les choses se sont passées et sur sur ce qu'on peut espérer dans les prochaines années et dans la lutte contre le changement climatique de cette COP. Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Merci beaucoup et merci de cette invitation. C'est un plaisir de participer à cette séquence. Je commencerai peut-être mon propos avec quelque chose qu'a dit Marc-Antoine et qui m'a fait réagir. C'est de dire que nous n'arriverons pas à 1,5 degré et qu'on espère atterrir à 2 degrés et le plus proche possible de 2 degrés. En fait, l'accord de Paris, il nous dit que nous devons rester dans une fourchette de température entre 1,5 et 2 degrés jusqu'à l'éternité, pour toujours. En fait, il n'y a pas d'horizon temporel. Et si on devait dépasser cette limite, il faudra bien qu'on trouve les moyens technologiques, des solutions fondées sur la nature et autres, pour revenir dans cette fourchette de 1,5 à 2 degrés. Donc si en effet aujourd'hui on est très pessimiste sur notre capacité à ne pas dépasser les 1,5 degrés, et on les dépassera probablement, c'est pas pour autant qu'il faut se dire que bon, ben, 1,5 degrés, on met ça de côté et on passera maintenant à un nouvel objectif qui sera l'objectif de 2 degrés, parce que évidemment, nous sommes sur le temps long et il faudra que nous respections cet objectif. Donc voilà, cette COP28, elle a été historique à bien des égards, historique parce qu'on a eu pratiquement 100 000 personnes qui sont déplacées pour cette COP28, grand succès diplomatique avec près de 160 chefs d'État et de gouvernement qui se sont déplacés. Et il y a eu des succès que j'essaierai d'énumérer rapidement, aussi quelques manques sur lesquels je reviendrai également. Commençons par les succès. Le premier succès, c'est d'ailleurs dans l'ordre chronologique, c'est la question des pertes et préjudices. Vous avez bien vu que une décision sur l'opérationnalisation du fonds pertes et préjudices a été acté en premier jour de COP, et ça, de toute l'histoire des COP, c'était bien la première fois qu'une décision avait pu être adoptée dans ces conditions, c'est-à-dire en début de COP, et ça a été, je pense, un coup très judicieux de la part de la présidence émirienne de faire passer cette décision sur l'opérationnalisation du fonds pertes et préjudices, parce que ça a permis de passer à autre chose en réalité et de s'assurer que ce sujet très sensible, sur lequel on n'était pas du tout sûr d'aboutir pendant l'année de préparation de cette COP28, a pu être réglé, mise de côté, et en plus a entraîné une sorte de cercle vertueux ensuite sur des annonces de contributions, puisque nous sommes arrivés à peu près 700 millions de contributions annoncées pour le fonds et les arrangements financiers pour les pertes et préjudices, dont jusqu'à 100 millions d'euros en fonction des éléments de gouvernance par la France, comme l'a indiqué le président de la République. Donc ça, c'était premier vrai succès. Et puis ensuite, évidemment, ce sur quoi se sont penchés les observateurs, la grande décision du bilan mondial qui elle, donc a fait office de décision de couverture de cette COP 28. Alors, il y a beaucoup de choses de grande qualité dedans. C'était très important d'avoir, de notre point de vue, une décision qui soit robuste, parce que le bilan mondial, comme vous le savez, c'est quelque chose qui était inscrit dans l'accord de Paris. 2023 était inscrit dans l'accord de Paris comme étant le premier bilan mondial quinquennal de cet accord et qui doit permettre de dresser le bilan de l'ensemble de l'action des États pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, et on savait que nous n'y étions pas, et donc Marc-Antoine l'a très bien rappelé au début de son intervention, nous n'y sommes pas, et quelles conséquences va-t-on en tirer? C'était ça tout l'objectif de cette décision. Alors des choses vraiment très positives sont sorties de ça. D'abord, c'est la fameuse entente sur l'expression transitioning away from fossil fuels, qui n'a pas encore été traduite en français par les services du secrétariat de la CNUC, mais ça veut dire en réalité phase out. C'est vraiment la sortie progressive
Et ça, c'était très important d'avoir ce signal euh, envoyé aux acteurs, au marché, sur le fait que les énergies fossiles sont une énergie du passé. D'autres choses importantes aussi, le rôle de la science, le fait que le fameux 1,5 degré sur lequel donc on se penche avec beaucoup d'inquiétude a été réaffirmé une douzaine de fois dans la décision. Donc c'est vraiment ça la boussole de notre action, la fourchette basse de l'accord de Paris. Il y a eu aussi le triplement des énergies renouvelables, le doublement d'efficacité énergétique. Je mentionnerai aussi quelque chose auquel nous sommes, nous, France, très attachés, c'est le nucléaire, la mention du nucléaire. Pour la première fois, nous avons la mention de cette énergie qui est faite dans une décision de COP. Et ça, c'était sans doute aussi grâce à cet événement qui avait été organisé en début de COP, donc à l'initiative du président de la République, plus de 25 États ont rejoint sur le triplement de l'énergie nucléaire d'ici 2050, donc un objectif aspirationnel. Et en tout cas, on voit à quel point le nucléaire est revenu dans la discussion de ces COP, avec beaucoup d'événements dessus, et donc sa mention dans la décision de couverture. On a eu aussi des bonnes choses sur la réforme du secteur financier, avec du très bon langage, du langage sur la nécessité de réfléchir à des financements innovants. Et vous savez que nous y sommes très attachés depuis le sommet du pacte de Paris pour les peuples et la planète que le président de la République avait organisé en juin dernier, suivi par le sommet du président Ruto en Afrique. Toutes les questions financières vraiment ont été mises sur le devant de la scène, avec la nécessité de réformer les institutions financières internationales, une réflexion que nous lançons avec le Kenya sur les taxations innovantes internationales que nous pourrions mettre en place pour augmenter les flux financiers. Donc tout ça, ce sont les aspects positifs. Il y a des choses un peu moins positives, et je les énumérerai rapidement. Le charbon, on a certes pas dégradé le langage qui avait été celui de la COP26 et de la COP27. Et vous vous souvenez qu'à la COP26, nous avions réussi à obtenir une mention du phase down du charbon. C'était, à vrai dire, une divine surprise pour nous négociateurs, parce qu'on ne pensait pas en entrée de COP il y a 2 ans que nous pourrions mentionner le charbon. Et c'est vous dire tout le chemin parcouru en réalité entre la COP26 et la COP28, où nous mentionnons maintenant les énergies fossiles. Mais pour autant, le charbon il n'y a pas de langage encore plus fort sur le charbon. Nous restons toujours sur l'accélération du phase down du charbon. La question du pic aussi, sur lequel nous étions très attentifs, nous, France et Union européenne, et beaucoup d'autres. Vous savez que le GIEC nous dit qu'il faut que nous ayons atteint le pic entre 2020 et 2025 pour rester dans la trajectoire des 1,5 degrés. Et là, le pic est mentionné, mais de manière un peu alambiquée, avec une référence aux reconnaissances des travaux du GIEC, mais pas d'engagement spécifique dessus. Idem sur le méthane, nous avons une mention du méthane, le méthane qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, 80 fois la force du CO2 dans les 20 premières années de sa vie, un vrai sujet sur lequel beaucoup de pays se penchent, avec le Global Methane Pledge, annoncé à l'initiative de l'Union européenne et des États-Unis. Et là, malheureusement, nous n'avons pas réussi à obtenir un engagement chiffré sur le méthane, mais nous y travaillons quand même beaucoup. Et puis, je mentionnerai aussi dans les choses qui sont un peu passées sous le radar médiatique, et pourtant qui est un sujet extrêmement important, c'est l'opérationnalisation de l'article 6 de l'accord de Paris. L'article 6 qui fait référence donc aux échanges de réduction d'émissions entre parties pour l'atteinte de leur CDN, qui fait référence à l'organisation d'un système centralisé d'échange de quotas d'émissions sous l'égide de la CNUC. On a décidé à la COP26 de l'opérationnalisation de cet article 6. Donc on pensait que ça allait se faire rapidement. Le diable, malheureusement, est dans les détails. Et il y a beaucoup de fine-tuning à faire. Et malheureusement, les parties n'ont pas pu s'entendre sur ce fine-tuning. Et donc, on n'a toujours pas, effectivement, un marché
carbone qui puisse être mise en place sous l'égide de la CNUC. Et on va devoir encore attendre un an probablement avant que celui-ci puisse être véritablement mis en place. C'est préoccupant parce que de manière parallèle se développent énormément les marchés carbone volontaires à la demande pressante beaucoup d'entreprises privées qui se fixent des objectifs de réduction d'émissions, d'atteinte zéro émission, de neutralité carbone et qui souhaitent pouvoir acheter des crédits carbone pour faire de la compensation. Et donc, on a beaucoup d'initiatives privées, mais on n'a pas de mécanisme centralisé qui puisse permettre au moins de délivrer ce standard. Donc ça, c'est une préoccupation quand même sur laquelle il va falloir se pencher. Et alors, pour terminer, peut-être très brièvement, essayer de comprendre pourquoi cette COP28 a été un succès. D'abord, je crois qu'il faut rendre hommage à la présidence de la COP28. Vous avez mentionné, Thibault, disons, le côté dubitatif de nombreux observateurs sur la capacité du président de la COP à effectivement délivrer, avec sa double casquette, un petit peu ambiguë. Mais il faut reconnaître qu'il a vraiment fait le job. Il a mouillé sa chemise, il en a fait une affaire personnelle aussi, de prestige personnel, et je crois que vraiment il a, avec toute son équipe, été décisif dans le relèvement de l'ambition sur les derniers jours pour arriver à un texte qui soit satisfaisant. On a aussi une autre raison pour laquelle les choses se sont bien passées, je pense, c'est qu'on a eu de bonnes nouvelles sur le plan financier. On a eu en amont de la COP ces chiffres de l'OCDE qui sont sortis, qui ont indiqué une hausse de la finance climat des pays développés en faveur des pays en développement. Certes, on n'est pas encore aux 100 milliards qui avaient été promis en 2009, on est arrivé à presque 90 milliards, c'est insuffisant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est vraiment clairement sur une pente ascendante, puisque l'OCDE nous disait que nous avons probablement atteint l'objectif de 100 milliards en 2022 et que nous l'aurons évidemment certainement atteint et dépassé en 2023. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Il y avait aussi les bonnes nouvelles de la reconstitution du fonds vert, qui maintenant a largement dépassé la précédente reconstitution, avec presque 13 milliards d'euros. Et puis ce que je mentionnais, évidemment, sur le fonds pertes et préjudices, où nous avons eu déjà un début d'opérationnalisation avec des promesses de dons significatives. Donc tout ça a été une sorte de feel-good factor qui a permis d'avoir une discussion un peu plus apaisée sur les autres volets. Je mentionnerai aussi, troisième point, une une importante déclaration, qui était la déclaration USA-Chine, quelques semaines avant la COP, dans laquelle les deux pays, deux principaux émetteurs, 45% des émissions mondiales à eux deux, marquaient leur détermination à avancer sur ces questions, avec vraiment une déclaration assez robuste, avec des choses vraiment précises sur ce qu'ils souhaitaient voir dans le bilan mondial et qui se sont retrouvés d'ailleurs à la fin. Et enfin, je mentionnerai l'excellente coordination des plus ambitieux. L'année dernière, à la COP 27, nous avions environ 80 pays qui avaient marqué leur souhait d'avoir quelque chose sur les énergies fossiles. Là, on a vu qu'il y avait en fait une dynamique très positive là-dessus. On était à 120, 130 pays qui ont beaucoup insisté sur un texte ambitieux sur cette question en particulier des énergies fossiles. Et donc, ça regroupait des pays aussi divers que l'Union européenne, que le groupe de l'Ombrelle, que le groupe de l'intégrité environnementale, que le groupe des pays d'Amérique latine, ILAC, AOSIS, le groupe des petites îles. Et donc tout ça avec ce tir groupé, tir de barrage contre la première version du texte qui était sortie et qui a permis vraiment de relever l'ambition. Je mentionnerai en particulier l'Union européenne qui a joué très soudée et qui, je pense, a vraiment contribué à un texte ambitieux. Et puis je terminerai last but not least, par le Brésil, qui a vraiment fait preuve de beaucoup de constructivité, une vraie volonté d'aboutir. Nous avons eu un entretien bilatéral, la ministre Agnès Pannier-Runacher et Madame Marina Silva, pendant cette COP dans la deuxième semaine, qui était vraiment très très constructif, et on voyait à quel point le Brésil souhaitait parvenir à un accord, souhaitait revenir dans le jeu, et c'est de très bon augure pour la présidence brésilienne du G20 et évidemment pour la COP 30. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour ce panorama bref mais très complet. Il y a effectivement énormément de choses qui se sont passées. Je vais donc ouvrir la session aux questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à monsieur l'ambassadeur, à taper vos questions dans je crois que c'est la rubrique Q et R ci-dessous que vous devez voir affiché en bas de votre fenêtre. Et moi, je vais commencer par une première question, qui est que donc on a naturellement beaucoup parlé de la COP 28, on va beaucoup parler de la COP 30. Entre les deux, il y a la COP 29. Je crois que c'était d'ailleurs aussi, on peut peut-être le dire, une réussite. Alors, réussite en demi-teinte parce qu'elle était attendue, mais d'avoir réussi à déterminer quelle serait l'hôte de la COP 29, puisque les choses semblait difficile il y a encore quelques semaines. Donc COP29 en Azerbaïdjan, que faut-il en attendre, monsieur l'ambassadeur? Alors, en effet, la COP29 sera, comme toutes les COP, un moment important. Vous dites que c'était attendu qu'on trouve le nom de l'hôte. En fait, on n'était pas du tout sûr d'obtenir un accord, parce que c'était complètement bloqué encore pendant toute la première semaine de la COP. Je vous rappelle qu'il y avait trois candidats en lice. Il y avait la Bulgarie, qui faisait l'objet d'un veto russe qui disait hors de question d'avoir une candidature d'un pays de l'Union européenne, donc premier blocage. Et puis le deuxième blocage, c'est que les deux autres candidats étaient l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et dans le contexte géopolitique que l'on connaît et la récente guerre du Haut-Karabakh, ça semblait très improbable qu'ils arrivent à s'entendre. Et contre toute attente, en effet, ça a été vraiment une surprise. L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont indiqué avoir décidé finalement de s'entendre, et l'Arménie soutenant l'Azerbaïdjan. Donc après ça, ça s'est débloqué dans le groupe Europe orientale, dont c'était le tour d'accueillir la COP, et dès lors que ça se débloque dans le groupe, c'est endossé par l'ensemble des partis. Donc ça a été effectivement un soulagement. C'est aussi un motif, là nous sommes en Chatham House, hein, de, comment dire, là aussi on est un peu dubitatif sur la capacité de l'Azerbaïdjan à réellement avoir une vraie ambition. C'est un pays pétrolier qui dépend à deux tiers de son PIB d'exportation pétrolière et d'hydrocarbures. Quel sera le degré de son engagement sur ces questions? Ça reste à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mandat qui est donné, qui est très clair pour la COP29, qui avait été donné par les partis dans les COP passées, c'était de s'entendre sur le futur objectif quantifié, le NCQG, comme on l'appelle en anglais, New Collective Quantified Goal, et qui doit remplacer l'objectif des 100 milliards de dollars par an, qui avait été promis donc en 2009 et qui doit courir entre 2020 et 2025. Quid après 2025? C'est toute la question. La réflexion est engagée depuis quelques années maintenant. On a eu on a eu une décision de COP assez procédurale cette année, confirmant que nous allons nous entendre sur cet objectif. Et donc, ce qui fera que cette COP 29, ça sera pour l'essentiel, enfin, vraiment son but affiché, c'est d'être une COP de la finance et une COP de cet objectif financier. En revanche, la COP 30, elle aussi, elle a un but très précis au regard du cycle de la CNUC, c'est celle du relèvement de l'ambition quinquennale des partis, puisque toutes les parties, d'ici la COP 30, dans l'année précédant la COP 30, devront avoir déposé de nouvelles contributions déterminées au niveau national, à partir de 2035, en fait, comme le veut l'accord de Paris, avoir ce relèvement quinquennal de l'ambition. Merci pour cette clarification. À propos de la COP 9, de la COP 29, pardon, vous êtes optimiste qu'un accord qu'on va pouvoir parvenir à un accord sur les questions de l'article 6 que vous avez évoqué? Oui, dans le sens où tout le monde a bien conscience que l'essentiel du travail était fait en réalité avec cette très longue décision très précise qui avait été préparée à la COP 26.
et donc qui précisait les choses. Le problème, c'est que c'est tellement technique, le diable est tellement dans les détails, que chaque fois que on décide comment est-ce qu'on va présenter le crédit carbone dans le système qui va centraliser. Il y a plein de possibilités qui sont offertes aux parties, et donc c'est ces précisions-là qui doivent être affinées. Mais je ne doute pas que tout le monde voudra en fait arriver à un accord là-dessus, et parce qu'on y est presque. En fait, on a fait 95% du chemin, mais c'est ces petits 5% qui rendent ça encore difficile. On a déjà le supervisory board qui est mis en place, les personnalités du board sont déjà là, commencent à travailler. Donc vraiment, je suis plutôt je suis quand même confiant qu'on y arrivera, même si malheureusement ça sera avec retard. Merci. Plusieurs questions dans le chat arrivent. La première porte sur les questions d'adaptation pour savoir s'il y a des objectifs spécifiques de la COP28 qui ont été évoqués. Et encore cette question du 1,5 degré qui semble incontournable, qui semble voué à être dépassé, ce qui, euh, ce qui renforce la nécessité des efforts d'adaptation, au-delà naturellement des questions du financement des préjudices et dommages. Alors l'adaptation, il y a eu en effet une décision importante aussi qui a été adoptée, c'est la décision sur le cadre de l'objectif mondial d'adaptation. Vous savez que dans l'accord de Paris, il y a un article qui mentionne l'objectif mondial d'adaptation, de Global Goal on Adaptation, GGA, comme on l'appelle dans notre jargon, mais qui n'était pas vraiment défini, on ne savait pas trop à quoi il faisait référence, et donc il avait été décidé de mieux le comprendre et l'opérationnaliser. C'était une décision faite à la COP 26, et en effet, ça fait l'objet d'une décision à la COP 28 qui permet un petit mieux préciser les choses avec des objectifs un peu plus précis, et puis surtout un cadre qui permet à l'ensemble des parties de voir comment ils peuvent présenter leurs propres objectifs pour ce deuxième volet de l'accord de Paris, qui est donc deuxième pilier, deuxième objectif, qui est la capacité des pays à s'adapter aux impacts du changement climatique. Donc ça, donc un rendez-vous qui a été atteint. Après, il faudra voir ce que ça ajoutera par rapport au cadre qui avait été déjà déterminé. On a vu beaucoup de travaux qui avaient été faits, notamment à Cancun en 2010, sur cette question. Mais en tout cas, il était bon que nous soyons au rendez-vous de cette exigence. Il y avait une deuxième question sur, rappelez-moi. Alors, je n'ai pas encore lu la deuxième question qui porte sur le nucléaire. Donc, je vais la lire. Triplement du nucléaire promu par la France. Quel bilan interne? Manque d'eau sur la Loire, parc vieillissant, proportion des réacteurs à l'arrêt. Pas de solution pérenne pour les déchets. À l'export, Finlande, point d'interrogation. N'est-on pas en train de peindre en vert, entre guillemets, les centrales? Proposerez-vous cela aux Japonais? Alors, sur le nucléaire, bon, enfin, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, il y a quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que c'est une énergie décarbonée. Donc, alors, elle a certes ses inconvénients également, et c'est la question principale des déchets nucléaires qui est à résoudre. Mais en termes d'objectifs de réduction d'émissions, le nucléaire peut vraiment faire partie de la solution. Et nous pensons que c'est effectivement le cas. D'ailleurs, c'est clairement le cas en France. Ça a été une décision qui a été prise depuis les années 60, en fait, de lancer, 70, de lancer un parc nucléaire très conséquent, qui représente aujourd'hui 70% de notre production d'électricité. On a eu l'année dernière, vous vous en souvenez, des difficultés conjoncturelles, mais qui malheureusement tombaient au pire moment, au moment de la guerre en Ukraine, de la nécessité de diversifier nos sources énergétiques. Et nous avions à ce moment-là beaucoup de centrales à l'arrêt. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Nos centrales refonctionnent. On est même exportateur d'électricité à destination de tous nos voisins européens. Donc, et ça, c'est vraiment
largement en partie grâce à notre dispositif nucléaire. Il ne vous a pas échappé que le président de la République a souhaité porter l'accent sur le développement du nucléaire avec l'objectif de 6 nouvelles centrales d'ici 2050 et peut-être 8 autres. Cette décision sera prise en 2026, donc le moment venu. Mais en tout cas, clairement, on est sur un retour en grâce du nucléaire et on l'a vu avec cette déclaration qui a été signée par des pays aussi divers qu'une douzaine de pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, mais aussi l'Arménie, le Ghana et beaucoup d'autres. Merci, merci pour cette clarification. Je continue à inviter aux questions. Nous avons encore un peu de temps pour des échanges avant de passer à la seconde session. Oui, il y a des Euh, questions dans la partie discussion, Thibaut, pardon, qui ne sont pas juste dans le Q&A, mais dans la partie discussion. euh, je n'y ai pas accès. Alors, je vais les poser. Alors, première question, si vous le permettez. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu plus d'ambition sur le méthane, alors que finalement, dans l'accord États-Unis-Chine que vous évoquiez, monsieur l'ambassadeur, il semblerait que c'était quand même l'un des enjeux qui était mentionné. Et on aurait pu croire que les Émiratis, les Saoudiens, qui sont plutôt bons sur le sujet, allaient vouloir pousser. Mais qu'est-ce qui a bloqué de ce côté-là? Et on pense peut-être à la Russie. Et puis, autre question, si vous me permettez, est-ce que la Chine va finalement participer au financement, aux efforts de financement? La France est très engagée, mais la question de la Chine, qui elle se veut être un pays en développement et finalement, jusqu'à récemment, vous ne voyez pas l'intérêt de financer, est-ce que finalement cette position-là évolue? Merci. Merci beaucoup. Alors sur le méthane, oui, en effet, c'est une bonne question parce qu'on a donc ce Global Methane Pledge que je mentionnais, qui avait été lancé par les États-Unis et l'Union européenne, porté de manière vraiment très volontariste par ces deux parties, qui réunit maintenant plus d'une centaine de pays et qui vise à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici 2030. Ce Global Methane Pledge n'a pas été endossé, par exemple, par la Chine. La Chine qui, sans doute, ne voulait pas faire cette fleur aux États-Unis, hein, pour faire très simple, mais qui, en revanche, a enfin sorti sa stratégie nationale méthane, qui ne prévoit pas des objectifs quantifiés de réduction, mais qui prévoit des mesures pour réduire ses émissions, ce qui est déjà en soi une très bonne nouvelle. Mais je ne pense pas que donc la Chine souhaitait un objectif quantifié. En fait, elle n'est pas partie sur cette voie. Donc ça a été probablement une des raisons des difficultés. La Russie, vous l'avez mentionné évidemment. Certains autres pays, on pense au Turkménistan, qui est vraiment un problème, vraiment, qui a un problème considérable de fuite de méthane, euh, n'a sans doute pas joué le jeu non plus. Donc voilà, donc on n'a pas réussi à obtenir cet objectif global quantifié, mais on a quand même sa mention. Et comme je le dis, on a des initiatives qui sont vraiment très robustes. Nous avons notre champion national, Kairos, qui est une entreprise qui fait de l'imagerie satellitaire qui permet de détecter les fuites de méthane. Donc, ça devient de plus en plus facile, en fait, de les détecter et donc de pointer du doigt les responsables. Donc, j'ai quand même bon espoir que nous avancions sur ce sujet. Sur la Chine participera-t-elle au financement de l'action climatique? Alors, elle dit que c'est déjà le cas, hein, avec les routes de la soie, elle fait beaucoup de choses en matière de coopération sud-sud. Ce qu'elle ne souhaite pas, c'est formellement briser la dichotomie inscrite dans la Convention de 1992 sur le changement climatique, qui dresse dans son article 1 la liste des pays développés qui ont des obligations en matière financière, de solidarité à l'égard des pays en développement. Donc, il y a ces pays de l'annexe 1, et puis il y a tous les autres. Et tous les autres, c'est des pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme le Brésil, bien sûr, comme tous les pays émergents, qui, eux, ne sont pas tenus, au regard des obligations de la Convention, de participer à cette solidarité en faveur des pays en développement. Et donc la Chine n'a
à aucun moment indiqué qu'elle ferait cet effort-là, par exemple, en contribuant par une contribution volontaire au Fonds vert pour le climat ou au Fonds pour l'environnement mondial ou autre. Ceci dit, là où nous avons été quand même très heureux d'une évolution notable, c'est les Émirats arabes unis qui ont indiqué en entrée de COP, au moment de l'adoption de la décision sur la création du fonds pertes et préjudices, de verser 100 millions de dollars sur ce fonds. Et ça a été la première annonce de contribution et qui en a entraîné ensuite, comme vous le savez, beaucoup d'autres. Donc ça, c'était quelque chose de très positif et on espère que ça fera, que ça inspirera d'autres acteurs. Il y avait juste encore une question, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Je me permets juste parce que je crois qu'il y a un petit souci là sur qui dit quoi, enfin bref, mais on va s'en sortir comme ça. Sur le G7, parce que c'était quand même un des grands enjeux 2022-2023 du fait de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, d'avoir un G7 qui s'est clairement resserré, qui est redevenu opérationnel, qui a ses JETPs, qui a ce Global Infrastructure Partnership, etc. Donc, une volonté d'avancer ensemble, mais on sentait quand même que les Japonais et les États-Unis sont pas forcément alignés sur tout avec l'Union européenne. Et comment ça s'est finalement retranscrit lors de la COP? Est-ce que vous auriez des éléments là-dessus? Parce que, évidemment, nos amis japonais jouent un rôle majeur en Asie, y compris sur le charbon d'ailleurs, et puis sur d'autres domaines comme le gaz naturel, etc. Alors, le G7, en fait, il est assez soudé depuis un moment. Enfin, moi, dans mes fonctions, j'ai participé aux réunions G7 depuis 4 ans maintenant, 3 ans, sur les questions climatiques. Et on a bien vu que l'ensemble des membres du G7, par exemple en préparation de la COP 26, a significativement relevé l'ambition. Que ce soit l'Union européenne qui est passée à 55% de réduction d'ici 2030 par rapport à 90, alors qu'avant nous étions à 40%, que ce soit les États-Unis qui sont passés à 50 à 52% de réduction d'ici 2030 par rapport à 2005, que ce soit les Japonais qui ont également fait un engagement important à 50%, que ce soit le Canada, l'Union européenne donc, que je mentionnais, le Royaume-Uni qui a décidé de passer à 68% de réduction. Donc il y avait vraiment une vraie volonté commune de l'ensemble des pays du G7 de relever l'ambition. Et puis aussi ce qu'on a obtenu en G7, non sans mal, il faut bien le dire, parce que c'est vrai qu'il y avait des résistances, en particulier du côté du Japon, c'est sur la question du charbon, avec tout d'abord la promesse de ne pas financer des centrales à charbon à l'étranger, puis la fin progressive du charbon sur le sol national, la décision du Japon d'arrêter tout nouveau projet en matière de charbon. Donc il y a quand même des évolutions qui sont peut-être pas suffisantes, puisqu'on espérait que le Japon puisse saisir une initiative qu'a lancée le président de la République sur le Coal Transition Accelerator, et sur lequel, qui vise à désinciter le secteur privé à financer des centrales à charbon de manière domestique et à l'étranger. Là, le Japon a écouté, mais ne s'est pas lancé à bras ouverts dans cette initiative. Donc, pour répondre très rapidement à votre question, quand même un G7 qui reste très, très ambitieux dans la volonté de réduire les émissions d'émissions. Merci, monsieur l'ambassadeur. Euh, alors, je suis navré, mais moi, je vois aucune question dans la discussion. Marc-Antoine, tu me confirmes qu'il n'y en a pas d'autres? Oui, c'est bon, tu peux avoir Ok. la dernière question et le dernier mot. Alors, je vais poser une dernière question. 2024 est une période, une année électorale, je crois, unique dans l'histoire des démocraties, avec un des bouquets finaux qui aura lieu à la fin de l'année, je pense naturellement aux élections américaines. Quel pourrait être, à votre avis, l'impact d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche sur la lutte contre le changement climatique?
Et le cas échéant, pensez-vous que les États-Unis, enfin je ne sais pas s'il a fait d'annonce là-dessus, mais pensez-vous que les États-Unis pourraient à nouveau quitter l'accord de Paris? Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, en effet, c'est un sujet d'inquiétude. Alors, je ne crois pas que l'ancien président et nouveau candidat Trump ait fait d'annonce spécifique, mais il n'y a absolument pas à douter qu'il souhaitera se retirer de l'accord de Paris à nouveau s'il était élu. La difficulté cette fois-ci, c'est qu'on n'aura pas ce moment de grâce de 4 ans, en fait, euh, avant qu'il puisse effectivement quitter l'accord de Paris. Puisque maintenant l'accord de Paris est en vigueur depuis suffisamment longtemps pour que la sortie soit effective beaucoup plus rapidement. Donc ça voudrait dire des États-Unis qui sortiraient de l'accord. On pourrait toujours revenir sous une autre administration, mais ce serait quand même un coup dur porté à l'accord de Paris, même si l'accord de Paris y résistera, parce qu'on a vu à quel point les pays se sont soudés en fait, derrière l'accord de Paris au moment de l'annonce du président Trump le 1er juin 2017 du retrait de celui-ci. Donc je ne me fais pas de soucis sur la pérennité de cet accord, mais je me fais évidemment du souci sur notre capacité à tenir nos objectifs, parce qu'il a dit parallèlement qu'il allait relancer l'exploration pétrolière, de drill, baby drill. Euh, donc ça, c'est vraiment incontestablement un grand motif d'inquiétude qui s'ajoute à d'autres inquiétudes qui seraient celles d'un retrait américain de l'aide à l'Ukraine. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Il est exactement 10h45. Nous allons donc conclure cette session pour passer cette fois au Brésil et à la COP 30. Et je vais donc laisser la parole à Marc-Antoine. Merci encore pour votre participation, pour les questions et pour toutes ces réponses et ces échanges passionnants. Avec plaisir. Merci, merci aussi, monsieur l'ambassadeur. Très, très, très heureux que vous ayez pris le temps d'échanger avec nous. Ça fait très plaisir. Et donc, effectivement, j'enchaîne et je passe la parole à ma collègue Laurence Nardon, qui est directrice du programme Amérique au pluriel et qui nous a rejoint pour cette seconde séquence. Merci beaucoup. Laurence, la parole est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce séminaire ce matin. Donc, un second panel qui va être consacré aux questions liées au Brésil. Un an après l'élection de Lula, il est temps de faire le point, d'autant plus que ce pays, ce grand pays, accueille en 2024 non seulement le G20, mais aussi la COP 30. Et donc, pour parler de tout ça, alors voyez la liste de nos passionnants panélistes ce matin. Je vais donner la parole dans l'ordre à Jean-Louis Martin, qui a rejoint le programme Amérique de l'IFPRI cette année pour être chercheur associé sur les questions liées à l'Amérique latine. Et Dieu sait que c'est une zone immense. Il est également chercheur associé au Centre Énergie et Climat de Marc-Antoine, bien entendu. Il vient de sortir une note, un an de présidence Lula, enjeux d'économie politique du Brésil. Donc c'est de ça qu'il va nous parler ce matin. Après lui, je donnerai la parole pour à nouveau 10 minutes à Alain Carsanti, chercheur qui s'occupe de coopération internationale sur la recherche agronomique pour le développement au CIRAD. Alors là où Jean-Louis va nous parler d'économie, et de politique. Alain va nous parler de la politique brésilienne concernant l'Amazonie directement. Alain Carsanti est spécialiste des forêts. Il a notamment publié chez nous à l'IFRI une note géopolitique des forêts en 2019. Mais aujourd'hui, il va nous parler de l'Amazonie précisément et de la politique brésilienne sur cette grande forêt. Après lui, je donnerai la parole à Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, au PALC à Sciences Po. Il va nous parler de la politique étrangère du Brésil. Et enfin, last but not least, je donnerai la parole à William Roos, qui est le Sherpa G20 au Trésor. Il est secrétaire adjoint aux affaires multilatérales, au développement et au commerce. C'est lui qui va s'occuper de monter la participation française aux réunions du G20 qui se déroulent au Brésil cette année.
Donc, il nous parlera de notre feuille de route. Euh, une fois que nos 4 panélistes se seront exprimés, ben, écoutez, j'attends vos questions. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait à la fois sur le chat et à la fois sur questions-réponses. Bon, on se débrouillera très très bien, je n'en ai aucun doute. Jean-Louis Martin, si vous le souhaitez, la parole est à vous maintenant. Merci. Petit moment de, petit moment de silence. Oui, Ah, Jean-Louis, te j'ai voilà. branché le micro maintenant. Alors, la parole est à toi. Merci, oui, merci Laurence. Je vais donc vous parler de la situation du Brésil après un peu plus d'un an maintenant de présidence Lula et de ce que pourraient être les priorités du gouvernement Lula 3, puisqu'il a déjà fait 2 mandats entre 2002 et 2010. Euh, Lula trouve en arrivant à la présidence un Brésil qui, sur le plan économique, ne va pas si mal que ça. On a eu une croissance relativement forte pour le Brésil en 2023, sans doute un petit peu plus de 3%, alors que, par exemple, le FMI anticipait 1% en début d'année. Donc ça s'est mieux passé que prévu. De bons résultats aussi sur les comptes extérieurs. Le déficit courant est modeste et très facilement financé par les entrées d'investissements directs étrangers. Le seul souci économique, mais qui est majeur, c'est la situation des finances publiques avec un déficit qui est très lourd et une dette très élevée. Et il faut insister là-dessus, très coûteuse parce que les taux d'intérêt payés sur cette dette est largement en monnaie brésilienne, en reais, ce taux est très élevé. Euh, un petit bémol quand même sur l'évolution à moyen terme du Brésil. Depuis une dizaine d'années, peut-être même une douzaine d'années, la croissance est quand même globalement faible au Brésil. Et si on regarde par exemple l'évolution du PIB en parité de pouvoir d'achat, pendant cette période, je crois vers 2015, le Brésil a été dépassé par la moyenne de 4 autres pays latino-américains, Colombie, Pérou, Chili et Uruguay. Donc, on n'a pas une économie très dynamique, même si bon, tout n'est pas, la situation est quand même beaucoup plus favorable que quand Lula est arrivé en 2002 en pleine crise financière. Ce n'est pas du tout le cas du Brésil aujourd'hui. Que veut faire Lula de son mandat? Je vais organiser cette petite intervention sur ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire. Ce qu'il veut faire, je dirais 3 choses. La première, c'est réduire la pauvreté au Brésil. Il y a aujourd'hui à peu près 70 millions de Brésiliens pauvres, ce qui représente un tiers de la population. La proportion est en baisse, mais le chiffre absolu est à peu près constant depuis une dizaine d'années. Il y a eu un pic, évidemment, au moment de la pandémie de Covid. On est revenu sur à peu près 70 millions. C'est vraiment la priorité de Lula, qui, je crois, est beaucoup plus sociale que politique. Deuxième priorité, qui, elle, est peut-être de nature plus politique, c'est Lula se voit comme un conciliateur et il voudrait réconcilier les Brésiliens dans un pays qui est beaucoup plus polarisé qu'il ne l'était lors de son premier mandat, où l'opposition, c'était un PSDB qui était une opposition de centre droit qu'on pourrait qualifier de civilisée. Et on a vu en janvier 2023 que l'opposition actuelle peut être beaucoup plus brutale, voire violente. Et puis le troisième objectif, mais je laisserai Gaspard en parler, c'est remettre le Brésil sur la scène internationale dont il avait assez largement disparu pendant la présidence Bolsonaro. Alors, sur, sur l'objectif social de réduction de la pauvreté. Il a
il y a deux instruments principalement. Un qu'il contrôle assez bien et l'autre qu'il contrôle beaucoup moins bien. Celui qui est contrôlé, c'est les transferts sociaux et en particulier le programme Bolsa Familia, mais il y a aussi un programme d'aide au logement. Euh, il faut rappeler que ces programmes n'avaient pas été supprimés pendant la présidence Bolsonaro. Au contraire, même pendant l'année 2022, c'est-à-dire l'année électorale, Bolsonaro avait considérablement augmenté, avec évidemment un objectif électoraliste, considérablement augmenté les transferts dans un programme qui s'appelait Ajuda Brasil, mais qui était en fait Bolsa Familia qui avait été rebaptisé. Donc, cet instrument va continuer à être utilisé, l'instrument d'aide au logement aussi. C'est pas des choses, il ne s'agit pas de choses très coûteuses. Par exemple, Bolsa Familia représente à peu près 1,5% du PIB brésilien. C'est pas du tout quelque chose de monstrueux. La deuxième chose, c'est le deuxième instrument qui est beaucoup moins maîtrisé, c'est la croissance. Parce que si pendant ces deux premiers mandats, Lula avait réussi à réduire le taux de pauvreté et de pauvreté extrême, c'était grâce à une croissance qui avait été forte, grâce à une conjoncture internationale tout à fait porteuse pour un pays producteur de matières premières comme le Brésil. Donc là, ça va être beaucoup plus difficile, d'autant que je pense qu'il faut exclure la possibilité que Lula se lance dans une politique de nature étatiste. Je crois que il n'est pas, enfin, les accusations de communisme qui sont parfois formulées par la droite brésilienne ou certains Argentins à son sujet sont totalement exagérées. Euh, et, et donc, je pense qu'il va peut-être accompagner le secteur privé, essayer de favoriser l'investissement. Et là, par exemple, en décembre 2023 a été votée une réforme fiscale qui a été plutôt bien accueillie par le secteur privé. Euh, Pas tellement parce qu'elle réduit le prélèvement sur l'économie, qui va rester élevé, mais parce qu'elle simplifie la fiscalité brésilienne, et c'était une revendication ancienne du secteur privé brésilien. Bon, on est encore très très loin de ce qui serait souhaitable, mais il y a eu un progrès qui a été relativement bien reçu. Mais on n'aura pas de remise en cause du modèle économique et social brésilien et ni de la nature entière de l'économie, même si sur certains points précis, Lula peut s'avérer interventionniste. Par exemple, il fait un petit peu une fixation sur la construction de plateformes pétrolières au Brésil, malgré les réticences de Petrobras qui préfère les acheter à Singapour. Mais bon. Mais de toute façon, sa politique économique va être extrêmement contrainte par le Congrès brésilien. C'est la grande difficulté de sa situation aujourd'hui qu'il n'avait pas pendant ses deux premiers mandats, même s'il n'était pas non plus majoritaire à ce moment-là. Mais il a en face de lui une opposition beaucoup plus radicale, voire virulente que dans le passé. On se rappelle évidemment tous ce qui s'est passé il y a un an, mais il faut aussi se rappeler que dans les deux chambres du Congrès brésilien, l'opposition est majoritaire. Alors, il réussit à rallier euh, sur certains votes. Par exemple, il a réussi à faire voter la réforme fiscale certains partis qui lui sont a priori peu favorables, mais cet appui reste coûteux pour lui. Et il est d'une certaine manière nocif pour la vie politique brésilienne, puisque on a dépassé les scandales du Mensalão ou du Petrolão, où les députés et les partis étaient financés par des transferts publics. Mais maintenant, enfin, Bolsonaro a mis en place un système de budget secret qui, en fait, consiste à transférer des fonds vers certains députés. Et on peut se, enfin, mon avis personnel, c'est que d'une certaine manière, c'est pire
que le passage d'enveloppe à certains députés, comme c'était le cas pendant le premier mandat de Lula. Donc, une situation difficile, politique qui va être difficile. euh, et, et, et je pense qu'il va falloir toute la capacité négociatrice de Lula pour réussir à mener une politique économique conforme à ce qu'il souhaite. Et on a vu que c'est très très loin d'être acquis parce qu'il a par exemple réuni à Brasilia un certain nombre de responsables politiques et on a vu qu'une bonne partie des responsables d'opposition ont refusé de venir se joindre à lui à Brasilia. Et en particulier, 15 sénateurs, 15 gouverneurs n'étaient pas là. Enfin, l'opposition s'est radicalisée. Peut-être trois points très vite pour mentionner. D'une part, le nouveau rôle de la politique, du nouveau rôle politique de la justice brésilienne qui intervient de plus en plus, et ça c'est sans doute dû à ce qui s'est passé il y a un an, euh, dans la politique, par exemple, un exemple récent, je pense qu'Alain Carsanti en parlera, c'est la question du marco temporal, sur la question des droits des populations indigènes. Deuxième point, c'est le niveau très préoccupant de la corruption, avec des indicateurs qui se dégradent très clairement, et le Brésil est maintenant parmi les plus mal classés. Et puis le dernier point, c'est la succession en 2026. On ne sait pas si Lula se représentera, ça dépendra sans doute de son état de santé, ça dépendra aussi de la situation de l'économie, puisque le candidat de gauche le plus vraisemblable, si ça n'est pas Lula, serait son ministre de l'économie, Gustavo Haddad. Voilà, merci. Euh, Merci Jean-Louis, vous avez très bien tenu vos 10 minutes et je vous en sais gré, d'autant plus que vous aviez énormément de choses à couvrir. On va prendre toutes les questions à la fin. Je passe la parole sans plus tarder à Alain Carsanti, qui va nous parler de la politique brésilienne de Lula sur l'Amazonie. Merci La parole Laurent. est à vous. Merci Merci. Laurence Nardon. Est-ce que je peux partager mon écran? J'ai quelques graphiques à montrer. C'est possible? Oui, absolument. Alors, sauf que ça a été désactivé, donc je ne peux pas le faire. Donc, c'est pas Ah, très grave. C'est l'animateur. Ça Mais vient d'être sinon, activé. voilà, ça vient c'est d'être fait. réactivé. Merci beaucoup. Voilà. Et je vais le mettre en plein écran. Je vais essayer de ne pas être trop long et pas dépasser, disons, le temps qui m'est imparti. Alors, attendez. Je masque les commandes flottantes. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Alors voilà, Allez-y, donc allez-y. je vais aller rapidement sur le début, hein, c'est simplement quelques repères. Je voudrais surtout parler un petit peu de l'annonce, bon, comme j'ai assez peu de temps, de l'annonce qu'a faite Lula et Marina Silva sur la question d'un fonds forestier mondial qui a été annoncé à la COP28 par Lula et qui demande certainement quelques commentaires. Alors, quelques éléments quand même. Si vous voulez, quelques schémas que je voulais vous montrer sur le fait que, effectivement, vous voyez en marron dans la courbe, vous allez avoir alors la courbe linéaire, enfin pas linéaire justement, mais ce sont les émissions nettes. Vous voyez qu'il y a des émissions importantes qui sont plutôt en baisse. La baisse des émissions au Brésil ou l'augmentation des émissions au Brésil est liée à l'évolution de la déforestation, puisque la déforestation, c'est à peu près 40% des émissions de CO2. Vous avez en bas les absorptions, donc effectivement, les forêts se régénèrent, donc elles absorbent après la déforestation quand elles se reconstituent. Et vous voyez donc la part très, très importante qui est liée à l'évolution donc, de la déforestation. C'est très variable. Vous voyez, en Amazonie légale, les derniers chiffres nous montrent une évolution. Vous voyez cette évolution extrêmement erratique depuis finalement la fin des années 1980. Et donc avec une baisse très importante donc, liée aux mesures prises par le premier gouvernement Lula, avec l'application de la loi. La loi existait, mais elle était assez peu mise en œuvre. Et puis des remontées qui ont commencé bien avant, la remontée de la déforestation qui a commencé avant le gouvernement de Bolsonaro, qui était accentuée par le gouvernement de Bolsonaro, pour des raisons à la fois de compromis politiques sur des lois d'amnistie qui étaient nécessaires. C'est-à-dire, en fait,
au Brésil, dès lors que personne n'appliquait les lois, sauf quand on a commencé à appliquer les lois, comment dire, les lobbies ont commencé à s'intéresser au contenu des lois. Donc finalement, il y a eu des amnisties, il y a eu un assouplissement de la loi, puisque là, il y avait plus de tension au Parlement. Et puis, c'était lié, est-ce qu'il y a des phénomènes économiques, au taux de change, à la monnaie? Bon, donc il y a plusieurs facteurs, effectivement, qui interviennent. Euh, les points clés, alors, bon, vous savez qu'il y a donc à peu près 20%, on peut dire qu'à peu près 20% de la surface de l'Amazonie qui a disparu depuis, depuis un certain nombre d'années. Alors, on a un code forestier. Le Brésil, c'est une particularité. C'est que là où il y a, y compris la propriété privée, vous avez un code forestier qui limite les droits de déboisement, notamment en Amazonie légale. Normalement, 80% du couvert forestier doit être conservé. Alors, il y a quelques exceptions pour les petites propriétés et autres, etc. Sinon, et si vous n'avez pas ce seuil, vous devez effectivement replanter. Vous devez avoir des plantations, des opérations de compensation qui doivent être réalisées. Euh, Sinon, sur le reste du territoire, c'est de 20 à 35%, effectivement, disons, d'obligation de garder du couvert forestier. Alors, vous avez toute une série d'actions qui ont été prises depuis assez longtemps. Vous avez de la surveillance satellitaire. Vous avez toute une action au niveau des municipalités et avec un jeu sur le crédit, c'est-à-dire qu'on a effectivement les municipalités qui ont des forts taux de déforestation ont vu des restrictions de l'accès au crédit pour les propriétaires et pour les entreprises. Voilà. Et puis, il y a donc un certain nombre de mesures autour, notamment d'un élément clé qui est le cadastre environnemental rural, qui a été introduit par la réforme du Code forestier en 2012. C'est un instrument de gestion, c'est une base de données géoréférencée qui doit normalement contenir toutes les obligations environnementales et la dette écologique des propriétés. Alors, ça s'applique, c'est un instrument, je l'ai dit tout de suite, c'est un instrument à double tranchant, c'est-à-dire que en même temps, c'est en principe un instrument formidable pour pouvoir effectivement suivre ce qui se passe sur les propriétés, et en même temps, c'est un instrument de légalisation d'une certaine manière avec le cadastre environnemental. Vous avez énormément, par exemple, de régularisation, en tout cas de terres, y compris d'aires protégées, qui sont rentrées dans le cadastre, et ce qui permet de faire de la déforestation légale. Donc, c'est un instrument intéressant, mais qui, disons, utilisé dans un contexte où il y a de telles incertitudes de droit de propriété au Brésil que cela peut avoir été détourné et ça n'a pas vraiment été un instrument de lutte contre la déforestation. Alors, le Brésil a annoncé un objectif de zéro déforestation illégale en 2030. Hein. Alors, déforestation illégale. Sauf que le problème, c'est qu'on considère que les déboisements légaux représentent environ 20% justement de la déforestation. Et vous voyez, annoncer zéro déforestation illégale ne veut pas dire qu'il y aura effectivement un arrêt de la déforestation en 2030, si tant est que l'objectif soit tenu. Il y a toujours cette question sur comment est-ce que, notamment à travers le développement du cadastre environnemental rural, on arrive à finalement obtenir des droits de déboisement parce que finalement on régularise des propriétés là où il y avait des terres qui étaient éventuellement protégées. Alors, les autres éléments qui sont importants pour comprendre comment il y a eu cette baisse, de la déforestation en Amazonie, ça a été l'initiative de grandes sociétés privées multinationales, notamment avec un moratoire permanent sur le soja qui a été décidé, introduit en 2006 et qui a été décidé, érigé en moratoire permanent à partir de 2008. C'est-à-dire qu'il n'y a en principe très peu de soja qui est sourcé à partir de l'Amazonie. Donc le soja a en partie quitté l'Amazonie. Je dis en partie parce qu'il en reste effectivement, il reste pas mal de soja quand même malgré tout en Amazonie. Mais surtout, le problème, c'est qu'il y a eu un déplacement du front du soja, des exploitations de soja, vers le Cerrado, qui sont des savanes plus ou moins boisées et qui sont probablement les savanes les plus riches en biodiversité sur la planète, avec le carbone qui n'est pas dans les arbres mais qui est dans les sols, et avec, disons, une biodiversité extrêmement importante. Et surtout, ce sont des espaces, ces savanes, qui sont la source de nombreux fleuves brésiliens. Donc, un rôle très important dans le cycle de l'eau. Et alors que la déforestation baisse en Amazonie et a baissé, eh bien, vous allez voir qu'effectivement, il y a une augmentation très, très forte de la conversion de ces écosystèmes naturels, de ces radeaux, en champs de soja. Système de concession forestière qui a été mis en place aussi à partir de 2007 pour tenter de contrôler les forêts publiques d'Amazonie qui de facto sont un petit peu en accès libre.
Alors, il y a comment dire, dans l'arsenal brésilien, il y a plusieurs choses. Il y a des aires protégées communautaires, mais il y a aussi des concessions forestières qui ont beaucoup de mal à se développer. Il y a un objectif de 43 millions, mais pour l'instant, on a, depuis, disons, une dizaine d'années, le Brésil a eu beaucoup de mal justement, à dépasser le 1 million d'hectares de concessions forestières aménagées avec des plans de gestion, précisément à cause des problèmes de recours, de droits fonciers incertains et donc de recours juridiques contre le développement des concessions. Je parle rapidement du fonds Amazon qui a été introduit en 2008 qui est géré par la Banque de développement, la BNDES, qui a bénéficié de financements internationaux tout à fait conséquents, notamment de la part de la Norvège, qui a mis plus d'1 milliard de dollars, l'Allemagne, etc., et qui finance toute une série d'éléments d'investissement pour essayer d'enrayer la déforestation. Ils ont financé notamment le développement du cadastre environnemental, ils ont financé des paiements pour services environnementaux, la création d'aires protégées communautaires, etc., etc. Donc, rapidement là-dessus, il y a eu un plan en juin 2023, Lula a annoncé donc de ce point de vue un plan qui veut donc de ce point de vue remettre sur le devant de la scène un certain nombre de mesures pour protéger l'Amazonie, avec effectivement des aires de conservation, avec une lutte contre l'exploitation illégale. Mais tous ces éléments sont contrariés par le fait que, comme vous le savez, dans les élections, disons, le Congrès, disons, s'est opposé à certaines mesures parce qu'il n'y a pas une majorité, effectivement, du parti de Lula de ce point de vue au Congrès. Et notamment, le ministère de l'Environnement s'est vu retirer un certain nombre de ses compétences en matière notamment de cadastre et en matière de gestion des ressources en eau. Donc, il y a quelques questions sur la capacité, effectivement, du gouvernement Lula de mener cette politique extrêmement ambitieuse. Alors, les résultats, si vous voulez, malgré tout, depuis l'arrivée au pouvoir, donc à la présidence de Lula, on a plus de 5152 km² de forêt, d'après les chiffres brésiliens, qui ont été détruits, qui ont été perdus dans l'Amazonie brésilienne. C'est très important en termes de chiffres absolus, mais c'est quand même une baisse de 50% par rapport à 2022. Alors, peut-être qu'il y a eu un effet de rattrapage, c'est-à-dire que probablement avant les élections, on peut supposer qu'un certain nombre, disons, la déforestation s'est accélérée parce que les gens prévoyaient peut-être un retour de Lula au pouvoir. Il faudra voir comment en 2024, effectivement, ça se stabilise ou pas. Par contre, comme vous le voyez, c'est dans la savane du Cerrado, eh bien, la destruction a atteint en 2022 des records avec une augmentation de 43%. Et là, c'est tout à fait préoccupant. Donc, vous avez ce phénomène de déport, effectivement, des pressions sur les écosystèmes naturels qui va déforer vers les savanes et vers le Cerrado. Donc voilà, alors Cerrado, ça vous donne un peu l'idée, vous voyez un petit peu à peu près où ça se situe, avec notamment toute la zone qu'on appelle Mato Piba, qui est une zone qui regroupe plusieurs États et qui est vraiment la zone où se concentrent aujourd'hui les destructions dans le Cerrado. Alors, maintenant, juste sur ce que le Brésil a annoncé à la COP28, alors c'est intéressant parce qu'en 2007 déjà, Lula avait proposé un fonds mondial contre la déforestation et il souhaitait d'ailleurs que ce fonds mondial ne se fasse pas avec des crédits carbone, mais se fasse avec de l'argent, c'est-à-dire qu'on rémunère les pays pour les pays qui réduiraient la déforestation. Alors, ce fonds mondial qui avait été proposé, n'a pas vu le jour directement puisqu'il y a eu plus tard, à partir de 2010, la création du Fonds vert pour le climat, mais qui ne s'occupe pas que de forêt, qui s'occupe de beaucoup d'autres choses, d'adaptation, d'énergie, etc. Alors, ce qui était annoncé, c'est une nouvelle initiative. Donc, à nouveau, Lula 2 relance cette idée d'un fonds international basé sur des initiatives existantes. Alors, LIF, c'est le fonds Amazon. Le fonds Amazon, j'en ai parlé. LIF, c'est une initiative de public-privé avec notamment beaucoup d'argent, beaucoup de grandes entreprises privées, justement Amazon de Jeff Bezos, également Volkswagen, etc., qui veulent mettre de l'argent et qui, eux, sont sur des logiques d'achat de crédit carbone. Mais ce que a proposé Lula, c'est quelque chose qui n'est pas basé sur la valeur carbone des forêts. Il cherche quelque chose qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire de dire il faut payer les pays pour les surfaces de forêts qui sont conservées. C'est-à-dire que et ça vise a priori 80 pays forestiers. Conservés ou restaurés. Voilà. Donc, c'est le niveau juridictionnel, c'est au niveau des États ou au niveau éventuellement des États fédérés brésiliens, en tout cas des grandes provinces, qui veulent que cela se passe. Alors, comme c'était quand même un petit peu bizarre de dire, effectivement, est-ce qu'on va payer les forêts, est-ce qu'on va payer les pays en fonction de leur dotation naturelle en forêt? Donc, c'est une sorte de logique de rente. Alors, il y a eu quelques précisions que tu as apportées, qui étaient de dire, attention, il y a deux choses, quand même, on aura deux garde-fous. Le premier garde-fou, c'est que si la déforestation, il y aura une baisse des paiements, si il y a une déforestation qui est importante, etc., et qui a lieu. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est l'idée, parce que, évidemment, ce qui a été opposé
poser, là, ce qu'on pouvait dire, c'est est-ce qu'on va payer un pays qui a des forêts jusqu'au dernier hectare, au dernier 100 ou 1000 hectares, effectivement, qui continue à déboiser? Eh bien, l'idée, c'est qu'il y a un seuil, c'est-à-dire en disant, mais alors ce seuil n'a pas été précisé, c'est simplement un principe en disant, au-delà, en dessous d'un certain seuil, effectivement, si le pays perd trop de forêts, on arrête les paiements, c'est bien cette idée. Alors, qui va décider de ça? Eh bien, c'est effectivement une véritable, c'est une question qui évidemment qui n'est pas résolue. On verra dans les prochaines années. Ce que je veux dire simplement, c'est que cette idée n'est pas une idée nouvelle. Il y a eu des idées comme ça dans les années 2000 hein, autour des stocks de carbone forestier et que tout le problème, c'est que fixer des seuils à partir desquels on arrête de payer ou fixer effectivement des paiements dégressifs, ça pose des tas de problèmes qui sont à peu près du même ordre que ceux de REDD+, qui est un processus qui lui-même a énormément de problèmes à cause de à cause de ces fameuses références, c'est-à-dire à partir de comment est-ce qu'on mesure la baisse de la déforestation, quel est le niveau de référence précisément. Et alors on peut quand même avoir quelques doutes effectivement, non seulement sur la faisabilité de ce fonds, mais également sur sa logique. Sa logique, c'est que premièrement, c'est au lieu d'avoir comme le fonds Amazon de l'investissement pour enrayer les moteurs de la déforestation, là, on va simplement verser l'argent aux États sans aucune garantie que les États réinvestissent cet argent pour avoir des politiques publiques qui permettent effectivement d'enrayer la déforestation, c'est-à-dire d'investir dans les moteurs, sur la moteur de la déforestation. Donc, on a une dimension de versement de rente qui, pour moi, est un peu une régression par rapport, effectivement, au débat international sur le fait qu'il faut payer pour les efforts. Là, on dit on va payer simplement en fonction des dotations naturelles de couverts forestiers. Et on ne paye pas pour ce qui serait nettement plus intelligent et beaucoup plus incitatif sur la qualité, sur la cohérence des politiques publiques qui ont des impacts sur les forêts. Et donc, de ce point de vue, c'est quand même, je pense que nous sommes devant quelque chose de très compliqué parce que ce qui va également se passer, c'est qu'on on ne peut certainement pas envisager d'appliquer les mêmes règles, disons, pour tous les pays. C'est-à-dire que vous avez des pays, notamment des États défaillants. On imagine tout à fait qu'un pays comme la République démocratique du Congo, numéro 2 de la déforestation mondiale aujourd'hui, demandera que le seuil à partir duquel on arrête de payer s'il y a des pertes de couverts forestiers soit un seuil très bas parce que les pays feront valoir leurs besoins de développement, etc. etc. Et donc, voilà, nous sommes donc devant une proposition qui est une proposition qui semble originale, qui a l'avantage de la simplicité, qui est de dire on paye par hectare de forêt. Mais c'est au fond, c'est quelque chose qui pour moi est une régression de la discussion internationale sur la question des forêts, puisque comme d'une certaine manière le processus REDD n'arrive pas à déboucher, et on a parlé de l'article 6, puisque REDD aussi, REDD+, ce mécanisme est complètement lié à l'article 6 et à l'échec des discussions sur l'article 6, eh bien on revient d'une certaine manière à un certain nombre de propositions qui sont des propositions de type versement de rente, un petit peu comme les pays africains qui demandent d'être rémunérés pour les services écosystémiques que rendent leurs forêts. Bon, voilà. Et donc, tout aujourd'hui, toute la discussion, c'est de savoir si on met en place un régime international, un système qui va être basé sur, au fond, la nature politiques qui sont mises en place, parce que c'est ça qui est important, et c'est ça qui est important dans l'incitation, ou est-ce qu'on accepte finalement les demandes qui étaient d'abord plutôt des demandes de pays africains, mais qui maintenant sont rejointes par le Brésil, qui sont des demandes de type, nous voulons avoir finalement des rentes financières, et sans aucune garantie que le versement de ces rentes se traduira par des politiques qui ont des impacts positifs sur les forêts. Voilà, je m'arrête là parce que je pense que j'ai dû consommer mes 10 minutes. D'accord, oui, oui. Merci. Merci, mais je renvoie les spectateurs à vos publications de toute manière, parce que c'est un sujet très pointu, très fouillé, et que nous continuerons à suivre, bien évidemment. Je me tourne maintenant vers Gaspard Estrada. Merci Alain. Bonjour. Gaspard, qui va nous parler des évolutions de la politique étrangère du Brésil maintenant. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là, Bon, bonjour. eh ben, je vous donne la parole, Gaspard. Merci beaucoup. Très bien. Bon ben, merci à toutes et à tous et merci à l'IFRI pour cette nouvelle invitation. En effet, le Brésil, voilà, si je dois résumer en une phrase ce qui s'est passé au Brésil depuis l'investiture de Lula, c'est dire le Brésil est de retour. Pourquoi je dis le Brésil est de retour? Parce que le Brésil, voilà, on a beaucoup pas été dit, notamment par les précédents intervenants. Et voilà, le Brésil, qui a plus de 200 millions d'habitants, qui est membre du G20, euh, qui est un des principaux acteurs, voilà, de la scène internationale, était particulièrement absent. Parce que justement, la politique avait été menée par le gouvernement précédent de Jair Bolsonaro,
avait mis la politique étrangère au cœur de son agenda et de sa politique d'extrême droite, visant à créer des réseaux d'alliances avec des gouvernements similaires, semblables, notamment avec Donald Trump aux États-Unis, à l'époque avec Matteo Salvini en Italie, avec Orban, pour essayer de créer une internationale ultra-conservatrice. Et force est de constater que, à la suite de la victoire de Joe Biden, voilà, cette politique avait pris du plomb dans l'aile. Et le retour de Lula, qui a été fortement soutenu par les capitales occidentales, voilà, a constitué un changement de braquet et un retour aux fondamentaux de la politique étrangère brésilienne, qui d'ailleurs, ces fondamentaux dépassent très clairement le gouvernement Lula, mais qui aujourd'hui sont redevenus le cœur de la politique étrangère de ce pays. Alors très concrètement, cela euh, se traduit par une volonté de réinsérer le Brésil dans les grandes discussions politiques internationales, que ce soit la question de la réforme des organisations internationales, que ce soit la réarticulation de l'intégration régionale en Amérique du Sud et en Amérique latine de manière plus générale. Cette volonté du Brésil de conclure, même si cela n'a pas pu aboutir, l'accord du Mercosur avec l'Union européenne dans un contexte international qui est caractérisé par la rivalité stratégique sino-américaine, et aussi un rapprochement du Brésil avec l'Afrique. Donc, de ce point de vue-là, voilà, il y a eu tout un activisme du président Lula au niveau de sa diplomatie présidentielle, qui s'est traduit par une quinzaine de déplacements dans 24 pays. Donc, en termes de temps, le président Lula, en 2023, a passé 2 mois de sa présidence à l'étranger. Donc, il y a eu énormément de contacts au niveau international. Euh, Très concrètement, il y a une volonté de relance des institutions régionales en Amérique latine, que ce soit la CELAC, que ce soit l'UNASUR et le Mercosur. Alors voilà, il y a eu des initiatives qui ont pu fonctionner. Bon, j'ai évoqué la question de l'intégration régionale en Amérique du Sud. Il y a quelques semaines, le gouvernement brésilien a annoncé un programme d'investissement d'environ 10 milliards de dollars pour accélérer la construction d'infrastructures, notamment en ce qui concerne l'infrastructure euh, énergétique, la connectivité énergétique, la connectivité au niveau des routes et des ports, pour faire en sorte que l'intégration régionale ne soit pas uniquement une question de discours, mais que cela ait une traduction très concrète sur le plan de l'accélération du commerce intrarégional en Amérique du Sud. Alors après, avec des situations un peu plus compliquées, et je pense notamment avec le résultat de l'élection en Argentine, avec l'élection de Javier Milei, qui très concrètement et très clairement se place en opposition au président Lula, qu'il a pu qualifier durant la campagne présidentielle de communiste, d'une personnalité corrompue. Il est clair que depuis son investiture, le 10 décembre, Javier Milei a baissé le ton vis-à-vis du Brésil, qui est quand même le deuxième partenaire commercial de l'Argentine, troisième, pardon. De ce point de vue-là, il y a une volonté de rapprochement entre l'administration de Milei et le Brésil, mais il est clair que du côté brésilien, on attend encore à voir très concrètement des retours par rapport aux priorités du Brésil. Je pense notamment à quelle sera la suite qui sera donnée par la nouvelle administration argentine au Mercosur, et à la volonté brésilienne de conclure l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, il y a encore des questions. Aussi, est-ce que l'Argentine sera disposée à accompagner la priorité qui a été donnée par le président Lula à relancer l'intégration en Amérique du Sud, notamment par le biais du relancement de l'UNASUR? Euh, et donc là encore, la question reste ouverte. Euh, En ce qui concerne les points aussi positifs et disons qui restent en suspens, bon, très clairement, il y a une volonté aussi de relancer les relations avec l'Union européenne. Le président Lula a visité les principales capitales européennes, que ce soit l'Espagne, que ce soit
Paris en juin à l'occasion du sommet euh, pour, euh, pour le financement du développement, donc le 22-23 juin. Voilà, il y a eu cette volonté de se rapprocher des grandes capitales européennes. Avec la France tout particulièrement, il y a quand même une très grande densité au niveau des échanges politiques. Le président Lula et le président Macron ont échangé, que ce soit au téléphone, que ce soit lors de leur rencontre à Paris, mais aussi durant le G20 en Inde en septembre, durant la COP28 en novembre. Il y a une très forte intensification du dialogue politique avec la France. Le président Macron a annoncé qu'il se rendra au Brésil pour sa première visite en Amérique latine en bilatérale depuis son investiture en 2017, ce qui est quand même, voilà, il mérite d'être souligné à la fin du mois de mars. Voilà, il y a des choses qui ont lieu et je pense que c'est quelque chose qui est positif. D'autant plus qu'il y a une très forte densité de coopération, non seulement sur le plan politique, que j'ai déjà pu évoquer sur les questions multilatérales, mais il y a aussi sur le versant économique et sur le versant aussi de la défense, également beaucoup d'initiatives. Je pense par exemple à la coopération en matière sous-marine, la construction de 5 sous-marins avec une technologie française au Brésil, et notamment la question centrale de la technologie pour le 5e sous-marin qui devrait être animé par une propulsion nucléaire. Voilà, tous les détails techniques de cette coopération n'ont pas encore été arrêtés, mais voilà, qui sont en cours de négociation et qui constituent un peu l'épine dorsale de la coopération stratégique entre le Brésil et la France. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est un élément qui sera important à analyser et à étudier pour l'année à venir. Après, il y a d'autres questions où la question voilà, qui reste plus en suspens, c'est-à-dire est-ce que le Brésil voilà, joue ce rôle de médiateur qui est un peu au cœur de cette diplomatie brésilienne qui recherche la paix et le respect du droit international? Alors, c'est vrai que sur la question de l'Ukraine, aujourd'hui, le gouvernement brésilien semble être davantage en repli, après un premier semestre 2023 marqué par un certain activisme diplomatique du président Lula. Euh, Aujourd'hui, je pense que le Brésil essaie d'être plus actif et de jouer un rôle plus important dans son rôle de médiateur, notamment dans des crises régionales. Et je pense notamment à ce qui se passe entre le Venezuela et le Guyana, qui est un enjeu très important pour la région. Une médiation s'est tenue durant le mois de décembre, notamment par le conseil diplomatique du président Lula, pour pouvoir atténuer ces tensions et éviter voilà, une escalade militaire. De ce point de vue-là, cette médiation du Brésil en ce qui concerne le Venezuela et le Guyana était plus voilà, et elle a été plus, disons, elle avait davantage de succès. Et, euh, je pense que si je dois résumer en quelque sorte ce qui s'est passé en 2023, je pense que c'est un activisme présidentiel qui est très important, une volonté de replacer le Brésil dans les grandes discussions, disons, diplomatiques internationales, et un Brésil qui va accueillir désormais, après une année 2023 où le Brésil s'est projeté, désormais, le Brésil en 2024 va désormais plus davantage recevoir, puisque d'abord, il y aura le G20 qui aura lieu donc en novembre à Rio de Janeiro, et donc il y aura énormément de réunions ministérielles préparatoires qui auront lieu au Brésil. Et aussi au Brésil, en 2024, il y aura des élections municipales en octobre. Et donc, de ce point de vue-là, on peut s'attendre à ce que le président Lula soit davantage centré sur des déplacements au Brésil et non pas à l'international. Et donc, il recevra aussi un certain nombre d'homologues, dont Emmanuel Macron, mais d'autres présidents. Je pense notamment au président Biden, qui aussi devrait visiter le Brésil à l'occasion du 200e anniversaire des relations diplomatiques entre le Brésil et les États-Unis. Donc, il me semble que l'agenda international du Brésil sera davantage tourné sur l'accueil de personnalités étrangères, davantage que des déplacements du président Lula à l'étranger. Voilà. Merci. Merci Gaspard, c'était extrêmement clair et intéressant. Et je vais passer maintenant la parole à William Ross.
Merci de votre patience. Vous parlez en dernier. Vous aurez le dernier mot avant les questions. Euh, J'aime beaucoup le kakémono que vous avez derrière vous. C'est extrêmement efficace. Euh, voilà. Mais écoutez, je vous donne la parole et puis après, nous aurons un débat avec les personnes qui nous regardent. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation et cette opportunité de partager avec vous notre sentiment et notre soutien, hein, à la présidence brésilienne du G20. Comme la transition était parfaite, hein, avec mon prédécesseur. C'est effectivement ce qu'on ressent, c'est un Brésil extrêmement bien préparé. Il a probablement démarré sa préparation du G20 compte tenu des élections un peu plus tard que d'autres présidences, mais il s'est rattrapé très vite et on travaille comme les autres membres du G20, hein. La France travaille de manière extrêmement efficace et avec une équipe brésilienne qui a une feuille de route très claire. Alors, le Brésil saurait mieux parler que moi de leurs propres priorités, mais pour les partager avec vous, au niveau global, hein, au niveau des leaders, des chefs d'État, ils ont défini 3 axes de travail pour leur présidence. La pauvreté et l'insécurité alimentaire et l'inclusion sociale, donc un premier axe très social. Un deuxième sur la transition énergétique, le développement durable. Un deuxième donc sur transition énergétique et développement durable, et un troisième sur la gouvernance des institutions internationales, et notamment pour ce qui nous concerne du côté finance, les institutions de Bretton Woods. En filière finance, celle où je suis, donc je ne suis pas le Sherpa G20, je suis ce qu'on appelle le double deputies, donc l'adjoint, le suppléant du directeur général du Trésor, qui est lui-même le suppléant du ministre. Donc voilà Ce comment je sera me corrigé. positionne. Merci. Voilà, Ouais. dans la filière finance. Donc, ils ont un premier axe autour de la coordination des politiques économiques, notamment dans un objectif de neutralité carbone. Un deuxième axe sur les banques multilatérales de développement. C'est un des gros sujets de 2024, un sujet qui avait déjà commencé depuis 2 ans à l'initiative de la présidence italienne, poursuivi par l'Indonésie, l'Inde et maintenant le Brésil. Donc, ça montre aussi une capacité, je trouve, du G20 à conduire un agenda pluriannuel où il y a une convergence de vues sur l'ambition pour les banques de développement, convergence entre pays émergents et pays développés. Il y a notamment eu une mobilisation très forte des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Italie, et puis, comme je le disais, de l'Inde, de l'Indonésie, du Brésil. C'est le G20 qui fonctionne, je dirais, hein. Ce chantier sur les banques multilatérales de développement avec des objets concrets qui ont été développés ces 2 dernières années. Le troisième axe dans la filière finance, c'est le système de taxation, hein, pour un système de taxation plus juste. Et puis le quatrième sur la promotion des flux financiers, notamment concessionnels, vers les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et le dernier, c'est la mobilisation de la finance privée par des outils de partage de risques. Et donc, on voit qu'il y a des échos très forts, comme cela a été signalé précédemment, avec l'agenda international porté par la France, notamment dans le cadre du sommet de juin dernier et puis du Forum de Paris sur la paix, le nouveau pacte financier, le pacte de Paris qui s'est traduit par un texte, hein, le pacte de Paris pour les peuples et la planète, soutenu par plusieurs dizaines de pays, où on retrouve ces enjeux de lutte contre la pauvreté et préservation de la planète, qui doivent se renforcer l'un l'autre et qui se renforcent plutôt qu'il y ait des trade-offs, et ces enjeux de gouvernance, avec aussi côté français le sentiment qu'il faut répondre à la demande des pays émergents pour une gouvernance du FMI, de la Banque mondiale, qui soit plus proche du monde du 21e siècle, mais dans le même temps, ça rejoint aussi votre premier panel, que ces pays émergents qui bénéficieront, qui ont déjà commencé à bénéficier et qui bénéficieront de plus de place dans la gouvernance de ces institutions, qui prennent aussi plus de place dans les responsabilités en termes de financement des biens publics mondiaux, en termes de traitement multilatéral coordonné des dettes, par exemple. Donc, on a un autre élément qui nous frappe et de la présidence brésilienne, c'est une volonté
rassembler la filière Sherpa, donc la filière qui conduit vers les chefs d'État, et puis la filière finance, avec deux task force, une sur la pauvreté et une sur le changement climatique. Et donc, ça illustre bien cette volonté forte de mobiliser des outils financiers avec un momentum politique porté par les chefs d'État. J'ai la chance de coprésider avec la Corée un des groupes de travail du G20 Finance, celui sur l'architecture financière internationale, et on va y retrouver beaucoup d'éléments que j'ai mentionnés. On a un énorme chantier autour des banques multilatérales de développement, et ça a été résumé de manière très claire dans la dernière déclaration G20 indienne. C'est pour avoir des banques de développement better, bigger and more effective. Donc, on cherche à la fois à ce qu'elles soient plus efficaces, qu'elles soient plus faciles d'accès, mais aussi une reconnaissance qu'il faut mobiliser plus de financement. Et ça rejoint aussi la priorité française, avec une ouverture à discuter au niveau de chaque banque de développement de l'opportunité ou pas d'augmentation de capital si c'est pertinent. Au niveau du Fonds monétaire international, on va avoir aussi un gros chantier qui est la revue des quotas. On a fini la revue des quotas, donc c'est en quelque sorte l'actionnariat du Fonds monétaire international. Il y a eu une décision l'année dernière d'accroître la taille du capital du Fonds monétaire international. Il n'y a pas eu de décision de réalignement, donc d'augmentation de la part des pays émergents dans le FMI, mais c'est un chantier qu'on va devoir mener cette année, qui est extrêmement important pour beaucoup de pays émergents et en particulier le Brésil, avec l'objectif de proposer différentes approches pour l'année prochaine. On a aussi un chantier autour de la dette et du climat. Donc, le Brésil pousse beaucoup pour qu'on tire les leçons des opérations de dette swap et rachat de dettes, notamment de dettes de créances obligataires. Et on va aussi regarder les enjeux de vulnérabilité de dette des pays qui font face à des difficultés en termes de liquidité et comment on peut avoir en quelque sorte un soutien sous forme de paquet avec des réformes du côté des pays, notamment de mobilisation des ressources domestiques, une mobilisation des institutions financières internationales pour des nouveaux financements, et puis aussi trouver des solutions lorsqu'il y a des difficultés vis-à-vis de tombées de dettes, de rebonds, par exemple. Un dernier élément que je voudrais signaler dans notre groupe de travail, c'est les flux de capitaux. Essayer d'évaluer quels sont les freins à la mobilisation de capitaux, notamment privés, vers les pays en développement pour les aider dans leur transition énergétique ou les sujets d'adaptation. Et donc, notamment, de regarder les différentes barrières, y compris réglementaires, prudentielles, qui peuvent exister. Un élément qui est dans notre filière finance, mais qui n'est pas dans mon groupe de travail, c'est le sujet de la fiscalité internationale. La priorité reste de finir le travail qui est pluriannuel, qui a été effectué sur le cadre inclusif OCDE G20 pour les deux piliers de la taxation internationale, taxation minimale et aussi une meilleure répartition des droits à taxer. Donc ça, c'est la priorité, terminer ce chantier. Mais comme ça a été mentionné par mes prédécesseurs, il y a aussi le chantier de nouvelles sources de financement. Notamment, la France pousse à être plus ambitieux sur des taxations du transport maritime, par exemple. Et c'est quelque chose qui résonne à la fois du côté du Brésil et du côté de la France. Donc, je propose de m'arrêter là et puis de répondre avec plaisir aux questions. Merci beaucoup. Vous avez été d'une concision remarquable, tout en évoquant des sujets vraiment nombreux et très complexes. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions. Alors, je vais lire la première. Il me semble que ce serait, je ne sais pas lequel de vous voudra y répondre, mais écoutez-la et puis levez la main, je donnerai la parole. Une question de Param Singh. Plusieurs sociétés du domaine de l'énergie, notamment françaises, étendent leurs opérations au Brésil ces dernières années.
Quels sont les défis majeurs et les obstacles auxquels ces entreprises sont confrontées lors de leur implantation au Brésil? Outre la fiscalité, comment le Brésil facilite-t-il ou non les investissements étrangers? Alors peut-être que Jean-Louis Martin a des lumières là-dessus. Je ne veux pas le prendre en traître, hein. Et il faut ouvrir le son. Il faut Bon, réactiver le son. ça y est, je crois que je l'ai réactivé. La fiscalité est effectivement un sujet pas seulement pour les étrangers, mais aussi pour les Brésiliens. Il y a eu quelques progrès, même si, avec la réforme fiscale, même si c'est pas du tout spectaculaire. Euh, le, le- ce que je voudrais rappeler pour commencer, c'est que il y a toujours eu, même dans les périodes de ralentissement économique, même pendant le gouvernement Bolsonaro, il y a toujours eu un flux d'investissements étrangers assez soutenu par le Brésil. Il y a quelques fluctuations au cours du temps, mais le Brésil a été attractif, enfin, il reste attractif. Je pense que c'est largement dû à la taille du pays, c'est-à-dire que pour beaucoup d'investisseurs étrangers, c'est un pays où il faut produire si on veut être sur ce marché qui est de très loin le plus gros marché latino-américain. Donc, les investisseurs étrangers viennent assez naturellement au Brésil. Il n'y a pas, alors peut-être que Gaspard peut me compléter et corriger éventuellement sur ce point, mais il n'y a pas au Brésil de politique extrêmement proactive en faveur des investissements étrangers. Bon, là, je pense que là, il y a quand même une nouveauté, c'est ce qu'on appelle le plan de transition énergétique, qui, me semble-t-il, va être un des marqueurs de ce gouvernement Lula 3. En tout cas, c'est un peu l'ambition du gouvernement. Ce plan de transition énergétique vise justement à tirer des investissements étrangers pour financer notamment la montée en puissance du Brésil dans le renforcement du caractère vert de son mix énergétique, qui est déjà plus vert que d'autres pays voilà, du pays du G20, notamment parce qu'il y a tout le versant hydraulique qui est très important au Brésil, notamment grâce à l'usine d'Itaipu, mais pas uniquement. Et ce plan de transition énergétique, il vise justement à développer des investissements en biomasse, en solaire, en éolien offshore. D'abord parce que le géant Petrobras, dans son nouvel business plan de 2024 à 2028, va dépenser aux environs de 10% de l'ensemble de son programme d'investissement qui est aux alentours de 100 milliards de dollars aux énergies renouvelables, mais surtout, il y a cette volonté d'attirer des capitaux étrangers. Et là, un peu la vraie nouveauté, c'est un accord qui a été signé avec la BID, la Banque interaméricaine de développement, pour faire une couverture dans la question des taux de change entre le dollar et le réal pour éviter que les investisseurs étrangers restent frileux par rapport à des effets de change, parce que la question des investissements énergétiques pose des questions de maturité et de capitaux qui est extrêmement important. C'est-à-dire il faut investir, il faut mettre beaucoup de equity dans ce genre de projet. Et donc, la question du taux de change est centrale à long terme lorsqu'on se projette à 20, 30 ans. Donc l'idée qui est un peu la grande nouveauté, c'est quelque chose qui a été annoncé assez récemment, c'est une question de quelques semaines, c'est cet accord entre le ministère des Finances qui est au niveau interministériel qui s'occupe de ce plan de transition énergétique dans le gouvernement brésilien et au gouvernement fédéral brésilien et la Banque interaméricaine de développement. C'est pour une première tranche aux environs 3 milliards de dollars, mais l'idée, c'est que ça puisse monter en puissance dans les 2, 3 années à venir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'était pas dans le radar jusqu'à présent. Et il y a eu aussi une réunion lors de l'Assemblée générale des Nations unies
du président Lula avec Haddad et Marina Silva, avec des investisseurs, justement pour présenter ce plan qui a été lancé au mois d'août. Et je pense que là, il y a quand même quelque chose d'assez nouveau, notamment dans cette question de la transition énergétique. Gaspard, vous avez évoqué la question de la couverture du risque de change. Et Oui. voilà qui m'amène à la deuxième question de Param Singh. Je vais vous la lire maintenant. Peut-être que vous pourrez répondre ou éventuellement William. Enfin, je vous laisse voir. Je la lis. C'est sur la monnaie. Le développement d'une monnaie commune BRICS, qui a été mentionné par Lula en 2023, est-ce que c'est quelque chose qui est en cours? Est-ce que c'est quelque chose qui va se produire? Et quelles pourraient être les implications de cette initiative pour le Brésil? Alors, en ce qui concerne la monnaie des BRICS, je pense que disons que c'est pas exactement de ça dont il s'agit. Dont il s'agit pour le Brésil et pour les pays membres du BRICS, c'est de sortir du tout dollar et de faire en sorte que le commerce international passe obligatoirement par l'usage de dollar comme une monnaie de référence pour les échanges internationaux. De ce point de vue-là, il est clair que le Brésil souhaite diversifier l'usage de différentes monnaies, que ce soit le réal, que ce soit le yuan, pour faire des échanges internationaux. Et il est clair que la logique sous-jacente derrière les BRICS, c'est justement d'aller au-delà de voilà, du monopole du dollar dans les échanges internationaux. Et de ce point de vue-là, le discours de Lula lors du sommet de Paris là, du 22-23 juin euh, touchait ce sujet. Donc, de ce point de vue-là, il y a surtout une volonté de ces pays-là de multiplier les échanges, notamment au niveau des banques, entre les banques centrales, à, disons, en utilisant d'autres monnaies. Et donc, de ce point de vue-là, il y a eu quelques échanges et quelques progrès, en tout cas du point de vue des BRICS. Néanmoins, je pense que pour l'instant, l'idée de penser d'une monnaie commune des BRICS, c'est quelque chose qui ne se pose même pas, compte tenu en fait de la très grande diversité, l'hétérogénéité des pays membres des BRICS, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que les BRICS qui sont devenus à partir du 1er janvier des BRICS Plus ont doublé leur taille, c'est-à-dire le nombre de pays, ils étaient 5 et maintenant ils sont 10 ou 11, parce que si on compte, l'Argentine devrait faire partie des BRICS Plus et il s'est finalement retiré à la suite de l'élection de Javier Milei. Mais c'est vrai que c'est des pays qui ne sont pas du tout comparables économiquement entre des pays qui sont sous sanctions comme l'Iran ou d'autres qui sont pleinement intégrés dans l'économie internationale, d'autres qui sont dépendants de certaines, disons, dépendants d'une activité. Je pense à l'Arabie Saoudite, par exemple, au pétrole. C'est vrai que c'est des pays qui sont totalement différents. Donc, je pense qu'il est un peu, disons, je pense pas que ce soit du tout l'objectif de créer une monnaie. En revanche, c'est multiplier les monnaies qui sont utilisées pour le commerce international. D'accord, merci beaucoup. William, vous pourrez peut-être ajouter éventuellement quelque chose, mais du coup, je lis la troisième question qui pourrait vous être destinée aussi. Euh, je vous ferai donc deux questions. Je la lis. C'est une question de Constantin Lu. Sur l'accord UE-Mercosur, où est-ce qu'on en est? Comment dépasser les points bloquants? Et à votre avis, quel est l'horizon temporel hein, pour l'adoption du Mercosur, de l'accord UE-Mercosur, pardon? Alors, merci beaucoup pour les questions. Le premier point, c'était vraiment pour appuyer ce qui vient d'être dit par Gaspard Estrada. Alors, évidemment, le G20, ce n'est pas le groupe des BRICS, mais on n'a pas du tout eu le sentiment qu'il y avait un agenda de monnaie commune qui était poussé en parallèle du G20. Ça semble effectivement pas très réaliste. En revanche, je voulais juste compléter ce que disait M. Estrada sur le fait que un des éléments qui est beaucoup poussé par le Brésil dans le cadre du G20, c'est les paiements transfrontaliers. C'est aussi un des volets qui est de réduire les coûts et d'avoir des paiements transfrontaliers plus rapides. Et donc ça, c'est un chantier très important qui est poussé par le Brésil dans la filière finance avec l'implication des banques centrales. Sur la deuxième question, c'est un sujet politique très sensible, en particulier en France. Il est clair que de notre point de vue,
il nous faudrait une ambition climatique plus forte que celle qui est actuellement sur la table. Alors la négociation est évidemment menée par la Commission européenne, mais voilà, le message de la France, c'est que au niveau de l'ambition climatique et de la mise en œuvre concrète des éléments climatiques de l'accord, on n'y est pas encore. Et en termes de calendrier, là, je ne peux pas me prononcer. D'accord, merci beaucoup. J'ai encore. Alors, attendez, j'ai un commentaire que je vous livre tel quel, mais qui n'appelle peut-être pas de réaction. Il existe une politique d'avantages fiscaux sous un modèle de tax ruling très avantageux. Ce sont des négociations qui se mènent au niveau des États. Donc, c'était peut-être pour la première question sur l'implantation des entreprises énergétiques dans la région. Et puis, Jean-François Etienne, qui se présente comme un franco-brésilien, nous reparle de la forêt. Alors, peut-être une réaction d'Alain Carsanti là-dessus. Il nous dit que les subventions étrangères ne sont pas une solution. Il faut éduquer les populations locales et les responsables locaux à l'importance de la forêt. La France peut jouer un rôle, mais sans posture verticale. Est-ce que vous auriez un commentaire, Alain Carsanti? Oui, oui, bon, merci. Oui, effectivement, de toute façon, je crois que c'est à juste titre que les Brésiliens s'offusquent quand on parle de l'Amazonie comme patrimoine mondial de l'humanité, ou commun global, ou bien public mondial, enfin, tout dépend des termes. Bon, et je crois que Emmanuel Macron avait assez malheureusement en 2019 évoqué l'Amazonie comme un commun global. Il est clair que ça va braquer immédiatement les Brésiliens qui vont réaffirmer leur souveraineté et avec toujours cette constante de tous les gouvernements, c'est-à-dire d'éviter toute idée, en tout cas, d'internationalisation de l'Amazonie ou de mise sous tutelle, etc. Alors, je pense en fait qu'il y a moyen de sortir de ce problème, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux dimensions de la forêt amazonienne. Il y a une dimension ressources. La ressource, c'est le foncier, ce sont les terres, effectivement, c'est le bois, ce sont les arbres. Là, de toute façon, il est très clair que c'est sous la souveraineté des États. C'était affirmé à Rio 1992, que par ailleurs, il y a énormément de droits de propriété coutumiers, modernes, etc. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et que par contre, il y a une deuxième dimension qui sont les services écosystémiques que rendent effectivement ces forêts, qui eux, forcément, ne sont pas privatisables, relèvent globaux ou d'un patrimoine global de l'humanité. Et donc, au fond, et c'est pour ça qu'on cherche à avoir un régime international sur ces questions autour de la capacité de régulation du climat par le stockage du carbone, par le cycle de l'eau et la biodiversité. Donc je pense qu'il faut penser, quand on pense ressources, eh bien, il ne faut pas parler de patrimoine mondial, mais par contre, quand on parle de services écosystémiques et des services que rendent services écologiques, si vous voulez, là, on est véritablement dans un commun global, ce qui appelle des réponses en termes de régime international. Ok, j'ai encore une question de Anne-Lise Théani, j'espère que je prononce bien. Quid des relations Brésil-Allemagne, très pointu, notamment sur le volet énergie, qui me permet de kidnapper le fil de questions pour dire que j'aurais bien voulu aussi un mot des enjeux de la relation Brésil-États-Unis, notamment lors de la visite de Biden que vous annonciez. Gaspard, de quoi vont-ils parler? Quels sont les points problématiques entre les deux pays? Enfin, vous pouvez parler de l'Allemagne en premier, peut-être. Très bien. Oui, non, mais écoutez, c'est un volet important en fait pour voilà l'insertion, disons la relation du Brésil avec l'Europe. Il faut pas oublier que l'Allemagne a beaucoup misé en fait sur le retour au pouvoir de Lula. Il faut pas oublier que lors de l'investiture de Lula, voilà, la France était représentée par un ministre délégué chargé du commerce extérieur, Olivier Becht, et que l'Allemagne était représentée par le président de la République allemande, donc le chef de l'État. Donc voilà, ça traduisait bien l'intérêt que portait l'Allemagne à cette investiture, une visite qui a été, euh, disons, suivie par une visite officielle du chancelier Olaf Scholz à Brasilia 3 semaines plus tard, donc à la fin du mois de janvier, où voilà, il y a eu une série d'annonces et une volonté politique de l'Allemagne de renouer un partenariat stratégique avec
avec le Brésil, notamment bon, sur la question de la défense du multilatéralisme. Une volonté qui n'a pas pu aboutir du côté allemand, c'était la question du soutien du Brésil à l'Ukraine. C'est quelque chose qui avait créé une sorte de, voilà, de- pas de tension, mais disons un sorte de faux pas diplomatique lors de la visite d'Olaf Scholz en janvier. Mais voilà, par la suite, cette question a été évacuée et disons que la relation entre l'Allemagne et le Brésil a très clairement pris son envol à partir voilà, du deuxième semestre, puisque les deux chefs d'État ont convenu que la relance des relations, notamment en matière économique, serait réellement donnée au plus haut niveau. Et donc, il y a eu une rencontre lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Et finalement, il y a eu une visite d'État du président Lula en Allemagne en décembre. Donc voilà, faire qu'il y ait deux visites au niveau de chef d'État en moins d'un an, en janvier et en décembre, c'est déjà un premier indicateur de l'importance qui est donnée par les deux capitales à cette relation bilatérale. Il y a eu des annonces qui ont été faites en décembre à Berlin, notamment en matière d'investissement, de création d'un comité de haut niveau économique, pour relancer les investissements allemands au Brésil. Il y a aussi une priorité qui a été donnée au niveau politique de la part du gouvernement allemand de soutenir l'accord de Mercosur-Union européenne. L'Allemagne, avec l'Espagne et le Portugal, je pourrais dire qu'il s'agit des principaux pays qui soutiennent cet accord sur le plan communautaire. Donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est important à avoir à l'esprit. L'Allemagne qui, justement, à la suite de la guerre en Ukraine, ben, cherche à repositionner son économie, notamment dans le secteur des manufactures et notamment dans le secteur de l'export, puisque jusqu'à présent, c'est quand même essentiellement la Chine qui était le pays qui voilà, importait des machineries allemandes. Aujourd'hui, l'Allemagne cherche à diversifier, justement compte tenu de ce découplage ou dérisquage voilà, de la stratégie européenne vis-à-vis de la Chine. Donc, le Brésil est à l'évidence un marché clé, d'autant plus qu'il y a une volonté allemande de sécuriser des approvisionnements en matière de matériaux stratégiques. C'était aussi un des enjeux de la visite d'Olaf Scholz à Brasilia en janvier. Et cette stratégie, elle s'est poursuivie depuis. Il y a eu aussi une volonté de l'Allemagne de coopérer en matière de transition énergétique et d'écologie avec le Brésil. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi un autre enjeu qui est aujourd'hui au cœur de cette relation bilatérale. Donc, il est clair que voilà, il y a eu une restructuration de cet agenda, un agenda qui est porté au niveau politique, puisqu'il y a eu ces visites, et qui va se poursuivre durant l'année 2024. Alors, en ce qui concerne les États-Unis, la relation avec Washington a été une priorité pour Lula. Le premier déplacement à l'étranger de Lula, pardon, le deuxième déplacement, disons, la deuxième visite, parce que le premier déplacement à l'étranger a été en Argentine puis en Uruguay, donc c'était à la fin du mois de janvier. Et le premier déplacement, disons, à l'extérieur du cône sud était à Washington. Donc, c'était au tout début du mandat du président Lula. Il y a eu voilà, une volonté très claire des deux présidents de réaffirmer des valeurs communes, notamment en ce qui concerne la défense de la démocratie, de la question des réseaux sociaux, qui est quelque chose qui est la régulation des réseaux sociaux, de la lutte contre la désinformation. C'est quelque chose qui devrait être à l'agenda du G20 voilà, en tout cas, la présidence brésilienne souhaite parler de ces questions-là dans le G20, donc c'est une question qui va revenir. Il est clair que durant le premier semestre, comme je le disais, la question de la guerre en Ukraine a pu, disons, euh, contribuer à ce qu'il y ait un certain nombre de malentendus entre Washington et Brasilia, notamment par rapport au positionnement brésilien en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Non pas la question du droit international, puisque le Brésil a toujours voté les résolutions à l'Assemblée générale condamnant l'invasion russe, mais plutôt par rapport à l'exportation d'armes et certaines déclarations du président Lula. Euh, après le mois d'août, en fait, a évolué et il y a eu un très net rapprochement entre Washington
et Brasilia, notamment en septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président Lula et le président Biden ont lancé une initiative globale en ce qui concerne la défense des droits des travailleurs, notamment sur les questions numériques, c'est-à-dire créer un droit du travail et de la protection des travailleurs par rapport aux plateformes et la question de la défense du travail décent. Et cette initiative Lula-Biden, qui devrait être portée aussi au niveau du G20, voilà, a été annoncée à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et il y a eu aussi un dialogue politique qui a été important, puisqu'il y a eu beaucoup de visites, euh, disons, de hauts fonctionnaires et plus politiques, de fonctionnaires, hauts fonctionnaires américains à Brasilia. Et voilà, dans le cadre du 200e anniversaire des relations bilatérales Brésil-États-Unis, il est prévu qu'il y ait un déplacement donc du président Biden à Brasilia, même si pour l'instant, il n'y a pas encore de date qui ait été arrêtée pour cette visite. Et donc, voilà, je pense que les questions, et moi, la question pour moi centrale, c'est est-ce qu'il y aura une volonté américaine de structurer une coopération économique, c'est-à-dire que les États-Unis apportent des fonds. Comme je l'ai évoqué en ce qui concerne l'Allemagne a structuré un dialogue économique avec le Brésil, notamment en matière d'investissement. Est-ce que cela se reproduira avec les États-Unis? Pour moi, c'est la vraie question qui se pose par rapport à cet agenda bilatéral, notamment lorsqu'on pense que la Chine, qui est devenue le principal partenaire commercial du Brésil, voilà, souhaite maintenir des investissements, notamment en matière d'infrastructure, d'énergie au Brésil, et que les États-Unis en fait moins que la Chine ces dernières années au Brésil. Donc, pour moi, la vraie question qui se pose aujourd'hui par rapport à cette relation bilatérale, c'est est-ce que Washington non seulement va prononcer des discours à Brasilia, mais s'il va aussi apporter voilà, des éléments concrets dans cette relation, notamment en matière financière. D'accord. Merci beaucoup, Gaspard. Il est midi pile, donc je pense qu'en fait, on va s'arrêter là. Et c'est pas mal de terminer sur cette vision très géopolitique, très globale, dans laquelle on voit que le Brésil est un acteur important. On va le voir cette année. On va le voir avec le G20, avec la COP, la nouvelle COP, avec son rôle au sein des BRICS. Et donc, je vous remercie tous de votre participation. Je crois que ce panel, ce second panel était très intéressant, autant que le premier. Je vous invite à suivre nos publications. Je pense qu'elles vous ont été envoyées. Vous pouvez aller les voir sur le site de l'IFRI. Donc, merci à tous et très bonne journée. Au revoir.